Bienvenue au podcast live des Audacieux Normands par la Caisse d'Épargne Normandie. Je vous rappelle le concept, il est très simple, un ou une invitée, notre audacieux donc, et 30 minutes devant nous pour lui faire écouter ce que ses proches nous ont raconté de lui, des anecdotes, des souvenirs, des révélations, on peut s'attendre à tout. Notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref, d'être audacieux. Pour ce 3e épisode, nous sommes à Dieppe, où se tient actuellement le festival de la BD dont la Caisse d'Épargne Normandie est partenaire. Une vingtaine d'exposants sont là, sur le front de mer de Dieppe. Nous, on est juste à côté, dans un hôtel qui donne vue sur le festival, on le voit en ce moment même. Et il y a notamment un dessinateur qui a son stand là-bas, qui est Pablo Raison. Il a quitté son stand pour venir avec nous le temps de ce podcast. Il est mon invité et on y va tout de suite. Bonjour Pablo. Bonjour Ambroise. Bienvenue, je suis très content de t'accueillir. Merci beaucoup. Puis c'est un plaisir pour toi aussi, je pense, de pouvoir participer à un salon de la BD comme celui-là. Bah oui, c'est vrai que c'est vachement intéressant en même temps de découvrir tous ces auteurs, tous ces éditeurs présents lors de ce festival. Pour moi, c'est un honneur. Bah ouais, et je pense que c'est pas le premier que tu feras en tant qu'exposant et surtout pas le dernier. C'est vrai. T'es un habitué des salons, notamment celui d'Angoulême, oui. Que tu as pu faire plusieurs fois. C'est comme cela d'ailleurs qu'on a fait ta connaissance avec la Caisse d'Épargne Normandie. Est-ce que tu te rappelles de 2014 et de ta sélection au concours organisé par la Caisse d'Épargne ? C'est vrai que c'était il y a un certain moment déjà, mais je m'en souviens parce que déjà c'est la première fois que je suis venu à Angoulême. C'était pour moi l'occasion du coup de découvrir des auteurs de bande dessinée, enfin de découvrir un festival de bande dessinée. C'était super intéressant et c'était vraiment, on va dire, inoubliable. Inoubliable aussi parce que tu as pu rencontrer une de tes idoles, je crois, à Angoulême. Bah oui, c'est vrai, j'ai rencontré Don Rosa, qui est le dessinateur de Picsou et Donald. Rien que ça ? Ouais, bah oui, c'est vrai, rien que ça. Bon, maintenant il pratique plus comme avant, mais franchement, déjà, il a bercé mon enfance. Alors, je pense que c'était important pour moi de le rencontrer, de le voir en vrai déjà. En plus, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, il venait d'avoir 70 ans. Donc voilà, même ça m'a marqué. Donc je suis très content d'avoir pu le rencontrer lors de ce festival. Lors d'un échange comme ça, tu recherches quoi ? À avoir ces secrets de fabrication En vrai, sur le coup, c'est vrai que c'était juste... je l'ai juste aperçu. Après, on a pu prendre une photo avec lui. Et c'est vrai qu'on avait remarqué avec mes parents, avec mes amis, c'est vrai qu'il ressemblait beaucoup à Picsou. Enfin, le physique, un peu, il ressemblait beaucoup à Picsou, c'est-à-dire qu'il avait un peu la barbe sur le côté, il avait les lunettes, tout ça. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, j'ai trouvé ça très rigolo. Tu m'as partagé les coordonnées de quelques-uns de tes proches. Ça, c'était il y a quelques semaines avant ce podcast. J'ai parlé avec eux et j'en ai gardé quelques extraits que j'aimerais te faire écouter là maintenant. Mais avant cela, je vais faire un court topo sur qui tu es avec quelques infos clés. Dis-moi si je dis des bêtises. Tu es né en 2000, tout rond. Tu as donc 21 ans. C'est ça, 20 ans. 20 ans. Donc pas encore 21 né ans. en fin d'année. Alors. C'est ça. Dès l'âge de 12 ans, tu participes au concours de la BD scolaire d'Angoulême. Tu passes ton bac L à Alençon, en Normandie, en 2018. Cette même année 2018, tu obtiens le premier prix du concours de la BD scolaire d'Angoulême. Bravo. C'est ça, merci. En novembre 2018, toujours, tu es reçu à l'ESI d'Angoulême. 2ESI, qui veut dire EESI, alors c'est École Européenne Supérieure de l'Image. Voilà, au moins c'est dit. En 2019, tu fais clairement le buzz sur Twitter avec une carte qui est dessinée à l'encre de Chine et tu obtiens plus de 58 000 retweets. On va avoir l'occasion d'en reparler. Et puis, je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses à raconter là, dans ce que je viens juste de dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Avec peu d'années à ton compteur, donc c'est assez impressionnant et forcément, il n'y a pas de hasard pour que tu sois arrivé à ce niveau aussi rapidement dans le dessin. C'est aussi que c'est une composante de ta personnalité et ça, ta maman en parle bien. Pablo, en fait, il est assez dans son cocon et du coup, quand il dessine, c'est vraiment une histoire, c'est quelque chose qu'il a envie de décrire, mais par ses dessins.
Est-ce que le dessin est pour toi un moyen d'expression plus simple que par exemple de prendre la parole derrière ce micro? C'est vrai qu'à un moment, à un moment de ma vie, j'étais vraiment très timide. C'était peut-être au collège ou au lycée, et c'est vrai que le dessin, ça permettait pour moi de créer, on va dire, une interaction avec les gens. Enfin, les gens, avant d'abord de me rencontrer, ils voient d'abord mes dessins. Et c'est vrai que c'est un moyen de s'exprimer aussi, le dessin. Pour moi, c'est peut-être plus simple même que l'écriture ou la parole. Et c'est vrai qu'avant de me rencontrer, les gens ils voient souvent d'abord mes dessins. Donc c'est vrai que ça crée une interaction tout de suite. D'abord ton travail avant même ta personnalité. Exact. Tu te reconnais dans la description que fait ta maman Elodie quand elle dit que tu es dans ton cocon réservé? C'est vrai que pour moi, c'est une sorte de cocon. C'est-à-dire que moi, je suis à l'aise avec le dessin, je suis à l'aise au fait d'être seul en train de dessiner. Je suis à l'aise avec la création, en fait, et franchement, je me sens bien avec ce que je fais. Est-ce que tu considères que ce côté réservé dont tu nous parles, c'est un avantage pour ta passion ou au contraire c'est quelque chose que tu dois combattre pour utiliser le plein potentiel de tes talents de dessinateur? Je pense que c'est un avantage, hein. Pour moi, c'est toujours un plaisir de dessiner, et c'est toujours un plaisir pour moi de faire en soi ma passion, de pratiquer ma passion comme je veux. Donc, moi, je pense que j'ai beaucoup de chance là-dessus. Toujours avec ta mère, ta maman, nous avons forcément parlé de tes premiers contacts avec le monde de la BD. C'est quand mon papa lui avait offert un Picsou magazine. Et c'est là qu'il a commencé à vraiment manger les pages, en fait. Les bandes dessinées, c'était vraiment quelque chose qui, je crois, à cette époque, quand il devait avoir 8 ans, qu'il a commencé à vraiment être passionné sur la bande dessinée, en tout cas. Tu te souviens de ces premières BD de Picsou? Ah bah oui, tiens, on y revient à Picsou d'ailleurs. Oui. Mais ouais, c'est vrai que c'est les Picsou Magazine, c'est vraiment... c'est typique de mon âge de lire ce genre de choses, et c'est super intéressant, ça raconte des histoires et tout, les dessins ils sont passionnants, et je pense que c'est à partir de là, comme ma mère dit, que je me suis vraiment lancé dans la bande dessinée, c'est-à-dire que je voulais raconter des histoires avec des dessins, et ça m'a vraiment passionné, quoi. Elle disait aussi que tu te concentrais plus sur le dessin que l'histoire en elle-même, que c'était vraiment le dessin qui t'impressionnait. Comment on a cette sensibilité aussi jeune? Pourquoi tout d'un coup, ce qui t'intéressait, c'était vraiment ce côté, comment c'est dessiné, certainement les couleurs, certainement le trait de crayon? C'est presque un défaut en plus pour moi, parce que c'est vrai que je fais souvent, je passe d'abord souvent le dessin et après l'écriture. C'est-à-dire que des fois, je peux me lancer dans un dessin, dans une BD, et des fois, je prévois même pas de comment ça va se finir, qu'est-ce que raconte exactement l'histoire. C'est juste vraiment avoir une importance certaine sur le dessin, en fait. C'est toujours une sorte de mythe, ce momentum, ce déclic qui permet à des artistes de rentrer en contact avec leur passion. C'est de ça dont on parle quand on parle de ce moment où tu as lu ce premier Picsou. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent pour avoir eux aussi un déclic? Parce qu'avant d'avoir Picsou entre les mains, tu ne te serais pas douté peut-être que tu allais ressentir cela. Donc, je sais pas, une personne en mal de passion, en mal d'un sujet qu'il aimerait explorer avec cette même passion que tu as, comment il pourrait faire? Déjà, je pense qu'il faut être curieux, et il faut pas avoir peur d'être curieux. Faut pas hésiter à aller vers des choses nouvelles, peut-être des choses sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise, pour découvrir d'autres choses. Et à partir de là, ça peut déclencher des passions. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai appris un petit peu à dessiner, à découvrir de nouvelles choses. C'est-à-dire que au début, j'étais un peu réticent à certaines choses. Par exemple, avant, je dessinais beaucoup en noir et blanc. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la couleur, elle donnait quelque chose en plus à mes dessins. Et petit à petit, je me suis mis à la couleur, par exemple. Il y a aussi une question de sensibilité, je pense, dans ta famille, parce que ton grand-père dessine, ton père a fait les beaux-arts. Est-ce que cela a joué, selon toi? Moi, je pense que c'est ça, hein, parce que mon père, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé pour le dessin. Je me souviens que quand j'étais petit, il me montrait des petites... il me faisait des petits dessins que je recopiais après. Et... je pense que c'est un petit peu le coup de patte. Enfin, je voyais comment il faisait, du coup, je me dis tiens, je vais faire pareil et tout. Et au fur et à mesure, je pense que j'ai développé mon propre style. C'est intéressant qu'il y a quand même quelque chose de filial. Ouais. J'aimerais bien qu'on parle de ton univers, justement, ton univers de dessin, ton trait de crayon. Écoutons Christophe, ton père, à ce sujet. Pablo, moi je le vois plus amoureux de l'histoire et de l'architecture. A beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est visuel. Je dirais
Géographie, voilà, la carte, la cartographie, donc l'histoire, la géographie. Cet univers de la cartographie, du patrimoine te réussit très bien, du coup. Et comment ça se fait que tu sois arrivé sur ce sujet-là? À ton âge, on peut s'imaginer que c'est peut-être d'autres choses qui auraient pu t'intéresser. Là, c'est quelque chose de très figé, de très, en effet, comme on le dit, dans le patrimoine. Qu'est-ce qui t'a amené d'aller vers cela? En soi, j'ai toujours été un petit peu intéressé par l'histoire, même en soi l'histoire un peu locale, on va dire, de villages ou même de régions. Je trouve ça super intéressant et c'est ce que j'ai essayé de développer à travers mon travail de cartographie, c'est-à-dire à faire un mélange entre la géographie, l'histoire et lier les deux. Et non, vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Même pendant le lycée, j'étais vraiment assez passionné pour ce qui est par exemple de la guerre froide, de la Seconde Guerre mondiale, même de géopolitique. Je trouve ça super intéressant parce que c'est même à partir de ça que j'ai créé des univers. Je me suis amusé par exemple à créer des pays, créer des situations, des villes, tout ça. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu lancé dans ce sujet-là. Peut-être que tu as eu aussi un super prof d'histoire géo, non? Ouais, c'est ça. En vrai, des profs d'histoire géo, j'en ai eu des bons. J'en ai eu un très bon au lycée qui était super intéressant. Et je pense que ça peut être de là aussi que s'est lancée ma passion pour l'histoire. Et ça te réussit bien, puisque tu as fait le buzz sur Twitter avec une carte de la Bretagne, hein. C'est ça? Alors, c'est pas vraiment une carte de la Bretagne. En fait, de base, j'avais commencé, c'était une carte de France. D'accord. Sauf que, comme je fais d'habitude sur les réseaux sociaux, c'est que je montre l'évolution de la carte au fur et à mesure. Et j'avais montré du coup la Bretagne que j'avais commencé. Et c'est en partie grâce à ce dessin-là que c'est, on va dire, lancé le buzz, entre guillemets. Ouais, et ton pote Mimo s'en rappelle très bien, alors on va l'écouter. Quand Pablo s'est endormi, il y avait 2000 likes sur son dessin de la Bretagne. Moi, je dormais pas parce que je suis quelqu'un qui vit la nuit souvent. Et j'étais en stream sur Twitch. Et en fait, toutes les 10 minutes... on s'amusait à aller voir sa carte monter petit à petit en termes de chiffres. Il a gagné 1000 likes, il a gagné 1000 abonnés. Donc j'étais en plein dedans. Et puis on s'était vu le lendemain dans un bar autour d'une bière et on en a bien rigolé. En utilisant Twitter, est-ce que tu avais un espoir d'arriver à un tel résultat en termes de visibilité? Plus de 58 000 retweets, comme je le disais en intro. De base, je faisais ça comme ça. Je faisais ça pas vraiment pour le buzz entre guillemets, c'est-à-dire que je faisais ça pour montrer aux gens qui connaissaient mon travail, leur permettre de découvrir comment je travaillais. Et au fur et à mesure, Mimo il m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est-à-dire qu'il a un peu partagé ce que je faisais et il m'a un petit peu, on va dire, lancé, on va dire, dans ce système des réseaux sociaux. Et au fur et à mesure, j'ai pu avoir une communauté autour de moi qui a permis du coup de faire connaître mon travail un peu partout. Et c'est évidemment un excellent tremplin quand on a une telle visibilité. Comment tu l'as utilisé ce coup de projecteur? De base, je l'ai utilisé pour faire connaître mon travail. Et aussi, j'ai essayé de faire connaître le travail de mes amis. Du coup, j'en ai profité pour faire connaître le travail de Mimo. Parce que c'est vrai qu'au début, Mimo, il avait 2000 abonnés à peu près. Moi, j'en avais une centaine. Et je me souviens qu'il m'avait fait connaître. Et du coup, grâce à lui, j'avais augmenté en nombre d'abonnés. Il a fait un bon investissement. C'est ça, il a fait un bon investissement. Et du coup, j'ai essayé de lui rendre. En fait, à chaque fois, j'essaie de repartager les dessins de mes amis, de montrer ce qu'ils font. Et j'espère que ça les aide, quoi. Ouais, bien sûr. Alors aussi, tu en as profité, je suppose, et je l'ai vu, pour vendre tes cartes sur Internet. Tu as dû créer ton entreprise, tout ça. Comment tu t'y es pris? Parce que ça peut être aussi impressionnant, en quelque sorte, de se dire, là, j'ai un succès, mais maintenant, il faut que je structure tout. Comment on fait? Par quel bout on prend cela? T'étais dans quel mood à ce moment-là? C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu... je me rendais pas compte parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient c'est quand que tu pourrais vendre ta carte de France, on aimerait bien se la procurer. Alors au début je me dis c'est facile, je leur envoie, ils me font un virement, alors que non, pas du tout. Ça marche pas comme ça, surtout que là j'avais plusieurs centaines de demandes, donc là il y avait beaucoup de choses à gérer et je pouvais pas gérer ça seul. Donc mon père il m'a notamment aidé à faire mon statut d'auto-entrepreneur. Et j'ai pu aussi me lancer avec Martin qui fait partie de Jolimav, avec qui je vends mes cartes. Et du coup, il a pu m'aider là-dedans et maintenant, il fait partie de ceux avec qui je travaille. On voit que tu gères tout cela avec professionnalisme et Mimo trouve cela plutôt juste que ça t'arrive à toi tout particulièrement.
Pablo, c'est quelqu'un de très de toute la promo des Beaux-Arts, ça faisait tomber juste la personne qui a eu le buzz. Parce que Pablo, c'est quelqu'un de très humble, très réservé et très mature pour son âge, qu'il a percé à 19 ans, ce qui est au final assez jeune. Et avoir autant de gens qui se suivent sur les réseaux, ça pourrait prendre la tête, on pourrait oublier certaines choses. Mais non, lui, Pablo, il reste très sage, très carré. Ce côté self-control dont on parle là, est-ce que c'est le même côté self-control qui est celui que tu utilises quand tu passes je suppose, des centaines d'heures sur tes cartes ? Je pense que ouais, c'est ça. C'est à peu près, en gros, rester zen, tranquille, ne pas se prendre la tête. C'est-à-dire que s'il y a un dessin, jamais il va pas. Enfin, si jamais c'est mal fait, c'est pas grave. Les gens ils le sauront et je pense que les gens sont tout à fait compréhensibles. Je peux pas faire dans le parfait. Non, mais j'essaie de rester comme ça dans la vie, de rester simple, ne pas me prendre la tête. Donc, essayer d'être le plus zen possible, entre guillemets. J'ai l'impression que tu préfères mettre en avant ton travail que toi et ta personnalité, que c'est plus simple pour toi de dire voilà mes dessins plutôt que te montrer. Pourtant, on sait qu'on vit dans une époque où les influenceurs, quels que soient les réseaux sociaux, c'est un peu un modèle pour les jeunes. Et toi, j'ai l'impression que c'est pas ça qui t'attire. Ouais, c'est vrai que moi, personnellement, voilà, on va dire que j'ai une vie à côté. Et de l'autre, je fais du dessin, je fais de la BD, je fais des cartes et je pense que c'est ça le plus intéressant pour les gens, c'est de découvrir mon travail, pas forcément moi. Après, c'est normal, je pense qu'il y a des gens, ils veulent en savoir un peu plus, savoir quel est mon état d'esprit quand je dessine et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Donc, moi, ça m'embête pas. Je pense que voilà, les gens sont tout à fait d'accord avec ça. Ouais, et je pense que tout ça, c'est aussi un côté de persévérance que tu as quand on parle de self-control. Et ça, ton papa, Christophe, il en parle plutôt très bien. Pablo, on va dire, il est très minutieux dans son trait, parce que vous avez dû voir les dessins, des fois, il faut une loupe. On se demande comment il a réussi à faire le trait, quoi. Et très minutieux et très patient. Parce que c'est des chantiers qui commencent à chaque fois. Je dis, mais il va pas faire tout ça, mais puis à la fin, il fait, quoi. Mais bon, il passe des heures, tard la nuit. Tard la nuit, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui s'entraîne, la persévérance, comme un sportif gagnerait en endurance ? Est-ce que tu as ce côté de travailler des heures et des heures, de rien lâcher sur le dessin que tu es en train de faire, c'est une sorte d'entraînement aussi qui est nécessaire ? Je pense, ouais, je pense que ça se fait petit à petit. Ça se fait en pratiquant, ça se fait en ayant l'habitude de faire les choses et je pense que c'est important de faire, comment dire, Attends, je cherche mes mots. De faire comme d'habitude, voilà. Faut pas se prendre la tête. Et, pas se mettre la pression par une... Ouais, c'est ça. Faut pas se mettre la pression et faut faire un peu comme on fait d'habitude. Et en fait, moi, c'est au fur et à mesure, en faisant des gros dessins à chaque fois, toujours plus gros. Et au début, quand je commence un dessin, je me dis, mais attends, dans quoi je me lance à la fin, genre, ça va me mettre un mois, plusieurs mois, tout ça. Et en fait, non, ça me met du temps, mais je m'en rends pas compte, en fait. À la fin, des fois, même quand je dessine, quand j'ai fini le dessin, je suis presque déçu que le dessin soit fini parce que je me dis mince, parce que maintenant je vais devoir trouver un autre truc à dessiner. Un peu comme un bon roman auquel on s'attache et qu'on n'a pas envie de terminer. C'est ça, genre, puis à la fin, t'es pendant 3-4 jours, tu cherches, tu sais pas quoi dessiner, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dessiner, du coup tu cherches des idées, tu demandes à des gens, des fois tu commences des trucs, puis après tu dis je vais pas faire ça, j'ai pas trop envie en fait, du coup tu recommences. Donc, et puis quand tu as trouvé le bon truc, c'est-à-dire le truc qui te passionne, là tu es super content, et ben hop, c'est pendant une semaine, ça dure 1 semaine, 2 semaines, tu fais une carte, t'es content. C'est peut-être un peu vulgaire ce que je veux dire, mais c'est un peu comme une drogue en fait. T'as envie de dessiner, t'es trop content, puis à la fin t'as fini, c'est dommage. En fait, c'est un cercle vicieux. Et du coup, est-ce que comme la drogue, c'est quelque chose où il faut toujours plus, en quelque sorte, et donc il faut des projets toujours plus ambitieux, toujours... C'est ça en fait, parce que quand j'ai fait la carte de France, par exemple, c'était un format A3, ça m'a mis à peu près 1 semaine à se faire. Et je me dis, tiens, j'ai envie de faire encore plus, j'ai un truc plus détaillé, j'ai envie de faire Paris. Et là, la carte de Paris, je ne l'ai pas fait sur un format A3, je l'ai fait sur un format raisin. Alors, format raisin, c'est
c'est 50 sur 65 cm. Ok. Donc, bon, alors au début, j'avais commencé, et puis je dis, voilà, bon, là, ça va vraiment me mettre du temps pour le coup. Alors, je commence, et puis bon, c'est pas que je laisse tomber, mais j'y vais doucement. Enfin, je dessine pas trop de temps dessus. Et puis là, bon, malheureusement, enfin, heureusement pour moi, du coup, tombe le confinement. Qui m'a permis de me mettre à fond dessus et vraiment totalement concentré dessus. Et totalement concentré dessus. Et là, là c'est parti, c'était splendide. Ça pose la question quand même du rapport au temps. Comment tu le vois, le temps, un bien rare que tu mets au profit de ta passion, quelque chose auquel tu penses même pas. C'est juste, j'ai un projet, je le fais, et il n'y a pas besoin de décompter, d'être rentable, d'avoir un temps utile. C'est quoi ton rapport au temps ? Mon rapport au temps, c'est vrai que sur le coup, je me fixe un peu dans la tête, genre, bon, je pense que je l'aurai terminé peut-être dans une semaine ou deux. Donc des fois, je me donne des objectifs. Parce que c'est vrai que quand on fait des trucs assez qui prennent beaucoup de temps, mais sur une semaine, c'est vrai que ça passe vite. Parce que quand on regarde une carte comme ça, on se dit tiens, c'est vrai qu'il a mis du temps dessus, mais en fait, c'est vrai que ça peut aller vite quand vraiment je suis concentré à fond dessus, ça peut aller très vite en vrai. Ouais. Donc le temps, il passe très vite pour moi. En fait, c'est un peu bizarre. C'est vraiment, je me dis tiens, je sais que si ce mois-ci je vais faire une carte, je pense que je pourrais pas faire plus de 2 cartes ce mois-ci par exemple. Ça t'arrive de regretter certains projets ? T'en parlais tout à l'heure, de peut-être lancer, te dire oula, j'ai peut-être pris un truc un peu trop costaud, ou de se dire ça va me prendre trop de temps, trop d'énergie, en fait j'aurais d'autres choses à faire, ou j'ai envie de faire d'autres choses justement à ce moment-là, ou de lancer un autre projet. Est-ce que tu te donnes le droit d'abandonner ? Ça m'est arrivé. Alors j'ai pas tout de suite en tête des souvenirs de ça, mais je sais qu'il y a des dessins que j'avais j'avais commencé un dessin de Tokyo par exemple. Sauf que bon, j'avais franchement sur le coup j'avais vraiment envie. Je dis Tokyo, ça doit être super sympa et tout, mais je connaissais pas assez la ville pour avoir envie de la dessiner. Du coup j'ai commencé, mais j'ai pas fini et je me suis dit ouais, je le continuerai plus tard et tout, mais bon, ça fait 2 ans que j'y ai pas retouché, donc voilà, pour l'instant c'est un peu en stand-by. On a parlé de ton humilité, de ton sérieux, mais faut pas oublier que tu es aussi quelqu'un de joyeux, de jovial, et ça Mimo, il sait nous le rappeler. C'est quelqu'un de très jovial de base, hein. C'est un bon ami, et puis au-delà de ça, avant de se faire connaître par les cartes, il faisait de la bande dessinée de base tableau, et quand on était à Lévis, ses bandes dessinées mettaient en scène des personnages loufoques, burlesques. Il était beaucoup dans le burlesque, dans la caricature. Il aime caricaturer un peu, qu'on va dire, les bouseux du village. Il fait des dessins très très drôles là-dessus, avec des personnages un peu caricaturaux. Je suppose que ton département de l'Orne a été riche pour t'inspirer sur l'ambiance de la campagne. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est un petit peu une sorte d'hommage en fait à l'endroit où je vis. C'est vrai qu'il y a plusieurs scénettes qui peuvent m'inspirer pour la bande dessinée. C'est super intéressant, à la fois drôle en même temps. Et c'est vrai que moi, j'essaie de retranscrire ça dans mes BD, pas forcément de se moquer, mais surtout de rigoler, de profiter, de découvrir des choses. Et je trouve que c'est super intéressant de le faire par la bande dessinée. Tu as l'air quand même assez attaché à ton territoire de la Normandie. Tu as fait les cartes de Caen, de Rouen. Est-ce que cette région natale t'inspire particulièrement ? C'est juste quelque chose de chauvin, juste quelque chose d'évident parce que c'est là où tu habites, ou parce que quand même en Normandie, il y a un truc en plus pour toi ? Je dirais que c'est plus quelque chose de chauvin en vrai. C'est vrai que bon, j'habite en Normandie, je connais certains endroits et moi personnellement je les trouve assez jolis et ça se trouve ce serait la même chose si j'étais par exemple breton ou parisien. Je m'intéresserais autant à toutes ces régions, mais je pense que je m'intéresse autant à la région de la Normandie qu'à une autre région. Mais c'est vrai que dans la Normandie il y a une certaine un certain un petit côté un peu campagne assez pittoresque, tout ça qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que voilà, je suis chauvin, on peut le dire. Et tant mieux, on aime beaucoup cela. Nous-mêmes, on met en avant la Normandie et ça nous plaît. Pour terminer ce podcast, voici quelques mots qu'ont voulu t'adresser Élodie, ta mère donc, et Mimo. Ce que je veux, c'est que mon fils soit heureux dans sa passion et qu'il puisse travailler avec sa passion. Ça, ce serait super pour lui. C'est ce qu'on souhaite pour tous nos enfants. Je le remercie de collaborer avec moi et j'espère qu'un jour
il fera les décors de ma BD parce que moi je galère et que lui il est fortif là-dedans. Donc on avait déjà fait une collaboration et moi j'aimerais bien en refaire. Mais surtout j'ai hâte qu'il sorte ses livres prochainement et qu'on puisse dédicacer côte à côte en librairie. Ça me fera plaisir. C'est un beau projet, ça. Dédicacé côte à côte avec Mimo, c'est quelque chose toi aussi dont tu rêves? Bah ouais, c'est vrai que j'aimerais bien le faire parce que c'est vrai que des fois, à la fois de rencontrer les gens qui nous lisent, qui regardent ce qu'on fait, je pense que c'est super intéressant d'interagir avec eux, de discuter avec eux. Par exemple, tout à l'heure, au Festival de Dieppe, là, j'ai discuté avec certaines personnes qui avaient découvert mon travail et franchement, c'était super intéressant d'échanger avec eux, de regarder sur les cartes quels endroits les avaient intéressés, tout ça. Et c'est vrai que de dédicacer à côté de Mimo, qui vient juste de sortir son manga, son 2e tome du manga Dome. Alors j'en profite, je fais une petite publicité pour sympa. lui. Mais non, ouais, ça me ferait carrément plaisir de dédicacer à ses côtés. Et peut-être que toi aussi, tu travailles d'ores et déjà sur une BD que tu pourrais proposer à un éditeur? Alors, j'ai un projet qui est en cours. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais voilà, ce sera pour l'année prochaine. Alors, ce sera peut-être pas une bande dessinée, mais je vous laisse le choix de savoir ce que ce sera. Du mystère. Mais j'espère que tu nous donneras l'info assez rapidement qu'on la relaie parce qu'on aime bien suivre ce que tu fais et à chaque fois ce sont de belles surprises. Merci Pablo d'avoir partagé ce moment. On te laisse continuer de profiter de ce festival de la BD à Dieppe dont la Caisse d'Épargne Normandie est partenaire. Et là il y a un super beau temps, il fait beau, un grand ciel bleu, il y a du monde. Je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux là en cet été 2021. On se retrouve très vite pour découvrir du coup un nouvel audacieux. Ça on n'y manquera pas. Dès la rentrée on arrivera avec un nouvel audacieux et pensez à partager cet épisode autour de vous si vous avez appris des choses. Je pense que c'est toujours chouette de partager ces belles découvertes. À bientôt Pablo. Merci à toi, à bientôt.